Bonjour à tous. Oui, voilà l'ennemi du jour auquel je vais m'attaquer dans les prochaines minutes. Entre lui et moi, c'est une longue histoire. Et justement, je vais commencer ce moment passé ensemble avec une série d'onomatopées. Oh, aïe, ouf. Voilà le résumé de ce que je vais vous raconter dans les 20 prochaines minutes. Le constat énervant que moi, la scientifique qui étudie les questions de pouvoir et de leadership depuis maintenant 20 ans, le son que j'émets quand j'entends un certain nombre de mythes à propos des femmes et du pouvoir. On en a vu quelques-uns avec Marie, il y en a beaucoup d'autres. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, c'est... il y a des mythes et il est temps qu'on rappelle 2, 3 vérités scientifiques, même si je le sais, la science perd toujours face à la croyance, mais je suis une optimiste, alors on va quand même essayer. Donc, on va se demander pourquoi est-ce que l'on croit malgré tout à ces mythes. Après tout, on a des chercheurs très sérieux, des études qui nous disent « mais non, c'est faux, arrêtons de croire, mais ça n'est pas si facile ». Alors pourquoi est-ce qu'on croit ? Une petite explication dérangeante que je vais vous livrer et qui va nous emmener dans les mécanismes grinçants de la fabrique des leaders et du leadership dans notre société. Aïe, tout ça a de méchantes conséquences, pas juste pour les femmes, pour justement nos organisations et pour la société. Et puis pour le pouvoir, tout court, la façon dont il se prend, s'exerce et ce qu'il peut nous causer, à nous, au travail ou ailleurs. Mais, ouf, on terminera sur une bonne nouvelle. On peut faire quelque chose individuellement et collectivement. Donc voilà, on commence par un grrr. Le grrr, ces slides ne fonctionnent pas. Le grrr, c'est il y en a marre d'entendre des contre-vérités scientifiques. Je ne vais pas dire mythe, moi je vais parler de là d'où je suis, c'est-à-dire le chercheur, d'entendre des choses fausses d'un point de vue scientifique sur les femmes, le pouvoir, le genre, le leadership et surtout la façon dont on touille tout ça ensemble. Alors c'est parti, on va les prendre un par un et on va essayer de leur faire la peau tout simplement. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Les femmes seraient moins ambitieuses que les hommes. Alors, que vous dire là-dessus ? Eh bien qu'il y a un grand nombre d'études, on en a cité quelques-unes, Terra Femina, Catalyst et bien sûr aussi les études scientifiques. Si vous voulez les références, vous pouvez aller prendre en photo la bibliographie de mon livre. Si vous ne voulez pas l'acheter, prenez juste la bibliographie. Déjà, vous verrez qu'elle fait 10 pages. Ça vous montrera que je ne suis pas toute seule à affirmer cela. Et n'hésitez pas, et vous aurez toutes les références. Je ne vais pas vous assommer avec ça. Donc là, je m'en excuse. Je suis en train de faire une espèce d'argument d'autorité, mais vous pouvez aller le vérifier tout à l'heure. Donc non, les femmes ne sont pas moins ambitieuses que les hommes. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est de pire en pire. Elles sont de plus en plus ambitieuses. Il y a une étude de Terra Femina notamment qui a montré que celles qui ont entre 30 et 40 ans ont les dents particulièrement longues. Elles en veulent. Elles ont le couteau entre les dents. Donc non, on n'a pas un problème d'ambition féminine. Ce que l'on apprend en revanche, c'est qu'à ambition égale, quand les chercheurs font ce qu'on appelle nous un contrôle, c'est-à-dire qu'à ambition égale, hommes et femmes ne se voient pas offrir les mêmes perspectives de carrière, ne se voient pas évaluer de la même façon. À ambition égale, les femmes continuent d'être discriminées en termes d'avancement de carrière. D'accord ? Donc le problème, ça n'est pas l'ambition des femmes, c'est l'ambition qu'on a pour les femmes. Et la vraie variable, c'est le manque d'ambition que les managers, par exemple, hommes et femmes, car nous sommes tous égaux devant les stéréotypes et les discriminations, c'est la différence d'ambition que mettent les managers dans leurs équipes. D'accord ? Donc ça, c'est une première contre-vérité. Donc le problème d'ambition, s'il y en a un, ça n'est pas l'ambition des femmes, c'est l'ambition de ceux qui sont en charge de promouvoir les individus dans les organisations. Et ça, vous l'avez tous vu, peut-être vous-même, vous êtes manager. Peut-être vous-même, vous vous dites des choses, pas tout haut parce que vous savez que c'est mal, mais j'ai dans mon équipe des personnes de talent, des hommes et des femmes. J'ai cette femme formidable, mais elle a, mon Dieu, elle a 35 ans et elle n'a toujours pas d'enfant. J'ai de grands espoirs pour elle, mais peut-être que
quand même, je dois en prendre en compte le risque qu'elle ne sera peut-être pas à fond si je lui donne la perspective de progresser. Et qu'est-ce qu'on va dire de moi si elle se met à tomber enceinte alors que je viens de lui donner une promotion et que je l'ai désignée comme mon successeur ou mon haut potentiel? Et voilà, ça y est, c'est fait. C'est mort. Voilà comment ça se passe. On a tous fait ça en tant que manager. Donc c'est le manque d'ambition pour les femmes qui pose problème. Et à nouveau, et vous allez m'entendre radoter ça tout le long de mon intervention, hommes et femmes, nous faisons la même chose. Deuxième mythe que l'on entend beaucoup, c'est, j'adore celui-là, les femmes sont les premières à saboter leurs chances de succès. Alors, deux choses là-dessus. Alors d'abord, je ne veux évidemment pas renvoyer à la lâcheté de ceux qui disent ça et qui sont partie prenante dans la promotion des uns et des autres. Deux choses. Elles sont les premières à saboter leurs chances de succès. Alors moi, je suis psychologue de formation. Et les psychologues, on aime bien étudier les biais cognitifs, vous savez, ces petits bugs qui nous affectent quand on réfléchit. Il y en a un qui est très connu, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Qu'est-ce que c'est? C'est cette petite tendance que nous avons, quand nous faisons des bêtises, à attribuer l'origine de ces bêtises à des causes externes. D'accord? C'est mon chef, c'est la faute à la société, c'est la faute... Voilà. Et là, c'est intéressant parce que alors, dans le cas des difficultés des femmes à grimper les échelons, alors là, les biais cognitifs n'existent plus, c'est absolument interne la cause, ça vient d'elles. Donc c'est quand même, là vraiment, on se met à dire, mais rendez-nous nos biais cognitifs, parce que c'est la réalité. Laissez-moi vous donner une image. Imaginons deux hommes, au départ d'un 110 mètres haie. À ma gauche, le premier coureur, il a une haie de 20 cm. À ma droite, le deuxième coureur, il a une haie de 2,20 m avec un fil barbelé au-dessus au cas où. On donne le départ. Il y en a qui va arriver premier. Il ne va pas avoir trop de difficultés. À quoi vous allez attribuer la réussite de celui qui avait la haie de 20 cm et à l'échec de celui qui avait celle de 2,20 m avec les barbelés? Non mais il s'est auto-censuré le gars là. Voilà. Les femmes sont les premières à saboter leurs chances de succès. Les femmes ont un style de leadership différent, complémentaire, voilà, parce qu'il faut bien lui trouver une utilité au leadership féminin, de celui des hommes. Donc, vous l'avez compris, vous voyez bien la bête. Alors, je lance un avis de recherche, Wanted, si quelqu'un a vu le leadership masculin, nous sommes ici soucieux d'égalité, nous aimerions lui faire toute sa place. Donc, si vous le voyez, faites-lui signe. On sera sinon obligé de le déduire en creux. Mais donc le leadership féminin, c'est quoi? Eh bien, c'est cette accommodation du mot leadership à ce que l'on pense être le mode féminin. Donc c'est un leader, certes, qui est puissant, mais il est gentil, il est aimable, il sait prendre soin des autres, il est diplomate. C'est un bon communicant, il sait se sacrifier pour le collectif. C'est le leader féminin. Et donc c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on entend dire que oui, alors il faut que les femmes prennent des responsabilités, mais il ne faut pas qu'elles prennent du leadership, il faut qu'elles exercent à leur manière le leadership. Alors, on va remettre les pendules à l'heure sur le plan scientifique. C'est vrai, il fut un temps, celui de mes grands-parents, où des gens, dans l'entreprise notamment, refusaient d'obéir à un manager parce qu'il était une femme. C'est ce qu'on disait aussi dans les années 70. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Quand on mesure, moi je le fais depuis 15 ans, je travaille sur le leadership des managers, les équipes, elles suivent indifféremment des hommes et des femmes. D'accord ? Ça n'est plus la question. La raison pour laquelle les gens vous suivent quand vous êtes manager et donc vous reconnaissent du leadership, ça n'est pas votre genre ou votre sexe, ce sont vos comportements. Par exemple, ce que l'on sait des études scientifiques est assez sûr, c'est que ce qui est le plus prédictif du fait que quelqu'un aura du leadership, c'est une série de comportements et notamment le fait qu'il écoute et considère chaque personne dans son équipe. Ça, c'est le comportement qui permet de prédire qui a du leadership ou pas. Qui va être capable d'entraîner son équipe, qui va être capable d'avoir de la satisfaction, de la motivation et de l'engagement dans son équipe. Donc ce que je veux vous dire, c'est ce que tous les psychologues qui ont travaillé sur les questions de genre disent, c'est que ce qui compte, ça n'est pas le sexe ou le genre du leader,
ce sont les comportements individuels. Et un homme, comme une femme, est capable de faire preuve de considération, d'écoute et de respect. Un homme, comme une femme, est capable d'avoir le sens du collectif et de donner une vision positive de l'avenir. Donc dire qu'il existe un leadership typiquement féminin, venir essentialiser finalement le leadership, c'est une contre-vérité scientifique. Et pourtant, je le sais, on le croit tous. C'est même un business très prospère. Sauf que vous voyez bien, alors, outre que c'est scientifiquement faux, vous voyez bien aussi que le leadership féminin, il est plutôt du côté de celui qui prend le départ au 110 mètres haies avec la haie de 2,20 m. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas les mêmes ambitions. Il est sur un mode un peu dégradé. Puis après tout, le féminin, c'est toujours quand même un peu plus passif. Donc il n'est pas complémentaire au sens d'égal, il est complémentaire au sens de au service de. C'est ce qu'on disait avec la parfaite numéro 2. C'est un parfait numéro 2 du leadership tout court, parce que vous l'avez compris, dans nos esprits, pas dans la réalité, dans nos esprits, le leadership tout court, c'est le leadership masculin. On va y revenir. Donc ça, j'en suis désolée de le dire, ça n'existe pas, le leadership féminin. Alors je l'ai vérifié moi sur des échantillons de managers et de collaborateurs français, européens. Mes collègues le vérifient depuis des années. Il n'y a pas de différence flagrante entre les hommes et les femmes en matière de leadership. En revanche, la façon dont nous concevons l'exercice du leadership, elle est fortement genrée. Et là où ça va devenir un gros problème, c'est que la façon dont nous concevons ce qu'est un leader, c'est en partie prédictif de qui nous allons sélectionner comme leader. Donc, il ne suffit pas de dire, oui, sur le terrain, quand on regarde qui suit qui, on voit bien que le genre et le sexe ne jouent pas. Le problème, c'est que si on continue d'y croire, ça continue de se produire. Et je vais revenir tout à l'heure sur cet engrenage quand je parlerai de la fabrique du leadership. Un autre mythe, la femme de pouvoir est une louve pour les autres femmes. On en a parlé un petit peu. Les femmes qui ont du pouvoir seraient plus agressives. Alors, j'adore celle-là. Par ailleurs, parce que moi, on me dit souvent que je suis agressive, juste parce que, eh bien, ma foi, je suis là, avec mon 1,82 m et qui en rajoute avec des talons. T'es agressive. Non. La femme de pouvoir est une louve. Alors moi, je dois dire que j'adore les loups. Ce sont des animaux sympathiques et je n'ai mangé aucune femme autour de moi. Alors bien sûr, vous allez me dire, celles que j'ai mangées ne sont pas là pour témoigner. Mais bon. Alors, c'est quoi cette histoire de louve on va y revenir plus tard, mais alors quelques éléments de science à nouveau. Donc on a regardé, on a mesuré, je vous passe les détails des expériences, mais voilà le résultat. C'est comme toujours. Les femmes ne sont pas plus agressives que les hommes quand elles ont le pouvoir. Et elles ne sont pas plus agressives que les hommes vis-à-vis des autres femmes. La réalité, c'est que la vraie variable qui explique les comportements agressifs de certaines femmes, c'est la même que celle qui explique les comportements agressifs de certains hommes dans les cercles de pouvoir. C'est qu'ils sont immergés dans une culture d'agressivité. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans des organisations où on a une culture de compétition, de chacun pour soi, les hommes comme les femmes vont intégrer cette norme d'exercice du pouvoir et vont se comporter avec agressivité à l'endroit des hommes et des femmes. Qu'en revanche, dans des organisations où on a une culture plus soft, là, les hommes comme les femmes vont intégrer la norme managériale en matière d'exercice du pouvoir et vont se comporter avec moins d'agressivité à l'endroit des hommes et des femmes. Donc la réalité, c'est que la vraie variable, ce n'est pas la femme ou l'homme, ce n'est pas le sexe, c'est la culture de pouvoir qui prévaut dans l'environnement. Parce que les hommes comme les femmes se conforment, je dois l'avouer, nous sommes de grands conformistes, ils se conforment à la culture et à la façon d'exercer le pouvoir et ils la reproduisent. Donc non, les femmes de pouvoir ne sont pas de mauvaises femmes ou pires que les hommes, ce qui n'est pas très sympathique pour les hommes d'ailleurs, personne ne s'en rend compte, mais là, pire que les hommes, déjà les hommes c'est pas terrible, là c'est pire, tout ça, ce n'est pas très généreux pour eux. Donc non, la femme de pouvoir n'est pas une louve pour les autres femmes. Alors ça nous va bien de démonter ces 4 mythes, parce qu'ils ne sont pas... Bon là, je suis dans une assemblée majoritairement féminine. Vous, comme moi, sommes un peu énervés par ces croyances ridicules à notre propos, qui nous mettent des embûches sur le chemin vers les responsabilités. Par contre, on va être moins contente quand on va démonter le dernier mythe.
Hein. Le dernier mythe qui nous arrange bien, hein, ponctuellement. Ce mythe, il dit « Mettez donc des femmes chez vous, ça rapportera des sous. » Voilà. Donc les femmes seraient un facteur de performance. Alors ça, ce genre d'affirmation, ça vient de quelques études qui ont été faites par des cabinets de conseil, qui ont par exemple regardé la répartition homme-femme dans certaines instances de pouvoir, généralement les conseils d'administration, et ont regardé s'il y avait des corrélations avec un certain nombre d'indicateurs de performance, le chiffre d'affaires, le ROI, et un certain nombre d'indicateurs quantifiés de la performance d'entreprise. Et ils ont trouvé des corrélations. Ah bah voyez, regardez, une corrélation. Les femmes rapportent des sous, mettez-en. Prenez-en. Et puis, les actionnaires seront contents. Et puis, quand les actionnaires sont contents, tout ça nous va bien. Donc, les femmes sont affaires. Alors, pardon, les chercheurs ne sont pas exactement d'accord avec ça. On va parler un peu d'interprétation des résultats. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'effectivement, dans certains cercles du pouvoir, quand on féminise, on a plus de performance. Mais est-ce à dire que c'est un facteur femme qui agit là? N'est-ce pas un peu plus compliqué que ça? Est-ce que, par exemple, si on me mettait, allez, prenons un truc de folie, des moins de 20 ans dans les conseils d'administration, est-ce que si on me mettait des gens dans les conseils d'administration français qui ne parlent pas français, est-ce que si on me mettait des gens qui n'ont, ah mon Dieu, pas fait de grandes écoles, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? Bref, ce que je veux dire là, c'est que ce qu'on a mesuré, est-ce un facteur femme ou un facteur diversité? Eh bien, on n'est pas capable de répondre. Et donc, vous savez, en science, quand on n'est pas sûr, on ferme sa bouche. Donc non. Donc non. Et comment vous dire? Attendons aussi qu'on nous mesure la contre-performance de l'absence des femmes, la contre-performance et la performance de la présence des hommes. Ok, une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce qu'on aura dit? Qu'est-ce qu'on aura montré? Moi, vous savez, je vais vous le dire de façon très crue, l'idée de dire qu'on met des femmes quelque part parce que ça rapporte de l'argent, ça me rappelle de mauvais souvenirs. D'accord? Si un manager n'est pas capable de comprendre que de la diversité, ça fait de la richesse, et que de la richesse, quand tout le monde n'est pas associé, ça n'est pas socialement responsable, alors voilà, je n'ai qu'à l'envoyer à la loi, tout simplement. Bon. Ça, c'est pour les mythes. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ces mythes? Ils nous empêchent de dire quelque chose de simple et de vrai. La femme est un leader comme les autres. Point barre. C'est pas... Hein, ben, c'est juste ça. Mais voilà, on n'y arrive pas à cause de ces mythes. Alors, d'où ils viennent? Il faut rentrer dans la fabrique du leadership. Comment on fabrique du leader? À l'occasion des élections, à l'occasion des promotions dans les entreprises. Comment ça se fabrique, cette bête-là? Alors, c'est simple. Surgit un aspirant leader, quelqu'un qui voudrait prendre des responsabilités, hein, et ceux qui sont en charge de les lui donner, hein, se posent la question, cette personne a-t-elle les qualités? Donc, nous avons notre aspirant leader, c'est un individu avec ses qualités, hein, et puis nous avons en face des gens qui sont chargés d'évaluer s'il va, oui ou non, avoir le profil pour ce job. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche dans notre imaginaire, au fait, c'est quoi un leader? Alors, on prend notre portrait robot. Hein, alors là, on a plein d'études sur ce que c'est que le stéréotype du leader. Il est charismatique, il est là sur scène à haranguer les foules, il est visionnaire, il résout les problèmes, surtout les très difficiles. Il prend en charge, il n'a peur de rien et il inspire les autres. Voilà un petit peu, dit rapidement, à quoi doit ressembler un leader. Évidemment, la plupart de ces qualités, vous l'avez compris, sont partagées avec le stéréotype que nous avons de ce qu'est un homme, mais attention, pas n'importe quel homme, le vrai. Hein, le vrai, le costaud, le viril, qui a peur de rien. Hein, pas l'homme diplomate et sensible. Hein, non, le vrai. Hein, d'accord? Donc, comment ça se passe? On a notre aspirant leader, on a notre petit portrait robot et on compare. On compare. Conforme, non conforme, leadership, pas de leadership, on le fait pour les autres. Quand on décide de les suivre ou non, on le fait aussi pour soi. Est-ce que moi, je ressemble à ça? Est-ce que moi, j'ai le droit de me considérer comme un leader? Ah ben oui, moi je suis pas la plus charismatique. Bon ben non, je vais pas prendre des... Voilà, je vais pas... Et hop, là voilà la censure. Alors, prenons
prenons un cas, prenons un cas bien connu. À la place du leader potentiel, on va mettre... Non, on va mettre une femme. Imaginons que c'est une femme qui se met sur les rangs. Nous avons une bonne femme, tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est écrit dans le petit carré, c'est gentil, ça prend soin. Et les hommes, tout le monde sait ce que c'est. Hein, voilà. Donc nous avons des stéréotypes à propos de ce qu'est un homme et une femme. Je vous rappelle que la femme va aspirer à devenir un leader. Et là, vous voyez le choc qui se produit. Ce choc, Alice Sigli, qui a mis au point cette théorie dite de l'incongruité, c'est un choc qui surgit, qui est un malaise en fait. On essaye d'accommoder ce que l'on attend d'une femme avec ce que l'on attend d'un leader, et ça ne matche pas. Ça ne matche pas. C'est ce que j'appelle le syndrome de la femme à barbe, parce qu'on ne peut pas être gentil, d'accord, et charismatique, prendre les choses en main et trancher, voyez. On ne peut pas être sensible et amical et être assertif. Ça ne matche pas. On est mal à l'aise. Alors, des fois, on se force parce qu'il y a le politiquement correct qui nous dit quand même l'égalité homme-femme. Mais ça fait bizarre. Vous savez, c'est comme de mettre une barbe à une femme. Vous connaissez le mouvement de la barbe. Hein. Mais donc, c'est ça. Alors, donc, on en met quelques-unes dans les conseils d'administration, mais elles ont quand même un vague air de ressemblance avec celles qu'on mettait sous des tentes ou sous des chapiteaux dans les foires il y a 2 siècles. On disait « Regardez, une femme à barbe !» On en a une, allez la voir. C'est une attraction. Ça nous met mal à l'aise parce que c'est dissonant, c'est incongru. On n'arrive pas à trouver de la cohérence. Et vous savez, nous, on aime ça, la cohérence cognitive. On aime quand les choses sont alignées. Et donc, quand elles ne le sont pas, ce qui est le cas ici, on est mal. Alors, on trouve des justifications. On bâtit des petits mythes qui explique pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne peut pas marcher. Mais oui, ce n'est pas moi qui suis incapable de passer au-delà du stéréotype du leader, c'est qu'il y a des explications naturelles à ça. Elles sont moins ambitieuses, elles s'autocensurent. Ce n'est pas moi qui suis un vieux rétrograde qui n'arrive pas à changer ma représentation du leader qui suis en cause. Voilà, on essaye de trouver des explications. Et voilà pourquoi nos mythes, ils perdurent. Parce que nos mythes, si on les prend, ils nous permettent de gérer ce malaise, cette incongruité. Ils expliquent que ça ne fonctionne pas. Un peu comme la télécommande. Donc cette incongruité, je suis désolée, je suis en train de dépasser le temps, mais cette incongruité, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Bon, bah évidemment, pouf, les femmes sont mises de côté quand on sélectionne les leaders, ou bien quand elles doivent se vivre en leader pour se positionner. Donc condamnées au followership, elles passent leur temps, les femmes, à s'affronter à des paradoxes. Parce que vous l'avez compris, elles doivent être et femmes et leaders. Et quand elles font la femme, elles sont un mauvais leader. Et quand elles font le leader, elles sont une mauvaise femme. Donc c'est des paradoxes au quotidien tout le temps, ce qu'on disait avec Marie, des injonctions paradoxales. Alors vous les connaissez si vous êtes une femme, c'est soit performante, mais pas la meilleure. Tu es une femme, donc tu es un agent de changement. Hein. On attend le grand soir en mettant des femmes dans notre conseil d'administration, mais en même temps, ne va pas mettre la pagaille dans notre petites habitudes. Hein. Sois entièrement dédié à ton job, mais ne laisse pas tes enfants, sinon tu seras une mauvaise mère. Hop, assis, debout, hop là, on trouve un point d'équilibre. Donc, les femmes n'ont pas de leadership différent des hommes. En revanche, elles s'affrontent à des attentes de leadership radicalement différentes, parce qu'on leur demande de résoudre des paradoxes. Je vous rappelle que le principe du paradoxe, c'est qu'on ne peut pas le résoudre. Hein. C'est 2 logiques antagoniques qui sont indéfectiblement liées, donc il faut transcender la chose. Bon, ça demande quand même un petit travail. Donc vous voyez, pas de différence de leadership, mais des conditions de leadership radicalement différentes. C'est pour ça que oui, on peut accompagner les femmes différemment. Time's up, oh là là. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez bien ce qu'il faut faire. Il ne faut pas agir forcément sur les femmes. Hein? Il faut agir sur notre stéréotype et notre culture de leadership. Je vous le rappelle juste pour info, le stéréotype du leader que vous avez vu dans la petite boîte là au-dessus, hein, ne correspond pas aux compétences qui font effectivement que vous suivez les gens. Est-ce que la dernière personne que vous avez suivie, c'était quelqu'un qui s'agitait demain en parlant fort et en bombant le torse pour avoir l'air charismatique, ou c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écouter vos idées, qui a misé sur vous, qui avait le sens du collectif, qui était solidaire avec votre équipe? La réalité, c'est que notre stéréotype du leader, il ne correspond pas à ce qui fait qu'un leader est réellement efficace sur le terrain. Donc on a 2 raisons pour en changer.
La première, c'est qu'il est injuste, ce stéréotype. Il exclut la moitié de l'humanité des fonctions de responsabilité. Et la deuxième raison qu'on a de changer notre culture et notre stéréotype du leader, c'est juste qu'il est totalement contre-productif. Il invite les managers à développer des comportements qui juste ne marchent pas pour entraîner les équipes. Donc, deux bonnes raisons. Ah, même pas besoin que ça rapporte dessous, hein. Juste, voilà. Donc, il faut changer notre culture de leadership. C'est ce que je voulais vous dire. Ça commence par changer votre panthéon de leader personnel. Parce que vous l'avez compris, et ce sera mon mot de fin, c'est entre vos mains. Si demain, vous fermez les yeux, et quand vous les rouvrez, vous avez changé votre définition d'un leader. Vous n'avez plus mis charismatique, visionnaire, viril. Non, vous avez mis qui considère, qui écoute, qui donne du sens, qui a le sens du collectif. Bref, si vous êtes souvenu de la dernière personne que vous avez suivie, parce que c'est ça la réalité, le vrai leader, c'est celui que vous avez suivi. Souvenez-vous de cette personne. Quelles étaient ses qualités? Était-ce ce qu'on a mis dans cette espèce de stéréotype désuet du leader? Je ne crois pas. C'est ça la vérité, c'est ça que vous devez avoir en tête la prochaine fois que vous rouvrirez les yeux et que vous devrez trouver parmi vous qui vous allez promouvoir, à qui vous allez donner du leadership. Ou la prochaine fois que vous allez vous regarder dans la glace en vous demandant si vous aussi vous en avez. Arrêtez avec ce stéréotype désuet. Pensez aux dernières personnes que vous avez suivies. Parce que ce sont ça les vrais leaders. Et ce sont des visages complètement différents et complètement divers aussi. Voilà les miens. Voilà à quoi je pense quand je ferme les yeux. Et quand je les rouvre, je vois un tout autre paysage de leaders et de leadership autour de moi.